Je pense qu'il faut faire attention à chaque sujet et y répondre avec la raison, la logique de droit et l'argumentation. Or, il me semble que le débat public, ces derniers temps, totalement perdu pied et n'est plus dans la rationalité. J'ai manifesté pour Charlie. Je suis Charlie, j'étais Charlie, je reste Charlie. C'est-à-dire, pour moi, c'est une position rassembleuse en France qui dit la liberté d'expression est inaliénable. La démocratie, on ne tue pas. Voilà, on ne tue pas pour les idées et on combat avec les règles de la démocratie. C'est ça que j'ai dit en disant « je suis Charlie ». Et j'ai pourtant manifesté avec des gens peu fréquentables. Est-ce que vous reconnaissez avec moi que dans la manifestation pour Charlie, dans la manifestation pour Mireille Knoll, il y avait aussi des gens qui ne sont pas fréquentables du point de vue républicain? Si on veut lutter contre le terrorisme, contre le fondamentalisme, moi je vous pose ces questions. Qui est-ce qui a laminé les services de renseignement et qui fait que, par exemple, il n'y a que 25 personnes, maintenant un peu plus, depuis l'affaire terrifiante de Samuel Paty, à Pharos, dans la cellule qui permet justement un peu de traquer les propos haineux, et les services de renseignement qui permettent justement d'aller dans le maillage pour essayer de trouver, non pas de chasser tout le monde, non pas de fliquer tout le monde, mais d'être au plus près du terrain pour remonter les filières. Qui a décidé que dans les quartiers populaires, les fameuses banlieues qu'on regarde avec attention, que le service public allait disparaître progressivement, que les associations allaient progressivement mourir et que du coup, ceux qui ont un projet fondamentaliste pouvaient quelque part s'infiltrer dans ces manquements et ces endroits laissés vacants par l'État. Vous considérez que c'est minime à côté d'enjeux qui sont plus forts, c'est ça? Si on veut lutter contre le terrorisme et le fondamentalisme, alors il faut se donner les moyens. Et moi, je vous dis qu'il faut plus de services publics, plus de renseignements et une géopolitique qui ressemble à quelque chose et non pas à ces guerres hasardeuses qu'on va faire et qui sont des terreaux ensuite par rapport justement aux djihadistes. Première chose, si on veut parler laïcité, mais nous, pas de problème, parlons laïcité. Mais dans ce cas-là, c'est pas simplement au regard de l'islam. C'est-à-dire que l'esprit de la loi de 1905, toute la loi de 1905, il faut encore travailler pour arriver à son application. Et je suis bien d'accord avec cela, mais ça concerne tous les cultes dans ce cas-là. Et pas simplement, comme l'a dit le président de la République, une loi qui va s'adresser uniquement à l'islam. Et il n'y a pas à la France Insoumise ceux qui sont Charlie et ceux qui ne le sont pas? Écoutez, majoritairement, à la France Insoumise, les gens sont Charlie. Franchement, je crois que nous avons un regard aujourd'hui qui n'est pas un regard juste, qui n'est pas un regard efficace du point de vue des libertés et de la démocratie que nous voulons défendre. Très bien. Merci Clémentine Autain d'avoir accepté notre invitation. Alors on sait que l'islam de France est parfois sous influence étrangère par le financement des associations, de mosquées ou la nomination d'imams. La Turquie d'Erdogan ne cache pas sa volonté d'influencer l'éducation en France. Comment? Eh bien en nommant des imams. Notamment, il faut savoir que la moitié des imams détachés qui sont nommés en France viennent de Turquie. On a donc essayé de comprendre cette stratégie d'entrisme. C'est une enquête de Guillaume Couder, Mathieu Drejoux et Reynald Lelouch. Ces images ont provoqué la stupeur et l'effroi. Fin octobre, drapeau turc à la main, environ 250 manifestants défilent dans 3 villes françaises. Une ambiance de chasse à l'homme. Vous êtes où les Arméniens? Vous êtes où? On est chez vous, bande de fils de pute! Une démonstration de force déclenchée par une violente bagarre le matin même entre jeunes d'origine turque et arménienne sur fond de conflits dans le Caucase. Dans les rues de Vienne, Dijon et à Dessines dans la banlieue lyonnaise. Ils se revendiquent des loups gris, un mouvement turc ultranationaliste. Sur cette vidéo, ces loups gris font leur signe de ralliement. À Dessines, ils ont aussi dégradé le centre de la mémoire arménienne, un méfait signé au nom du président turc. RTE, ce sont les initiales de Recep Tayyip Erdogan.
Et l'Ougri, ça fait donc référence à l'organisation d'extrême droite turque. C'est un groupuscule ultra-violent, ultra-raciste. C'est un choc pour nous de devoir faire face aujourd'hui, en 2020, à cette haine et cette violence. Cette année, c'est la seconde fois que les loups gris ciblent Dessine, qui accueille une importante communauté arménienne. Cet été, ils ont attaqué cette cordonnerie qui porte un nom arménien sur sa devanture. Les commerçants qui étaient à l'intérieur sont sortis pour essayer de se défendre. Et quand ils ont vu qu'en face, ils étaient armés de couteaux et qu'ils étaient très nombreux, ils se sont réfugiés dans la boutique. Ils ont dégradé tout le haut ici. Il y a un impact là, il y a un impact là. Donc effectivement, ils ont tiré au tir de mortier sur la boutique. Cette ville de 30 000 habitants est d'ordinaire paisible. Selon la maire Laurence Fautra, les manifestants venaient d'autres communes de la région. Des activistes chauffés à blanc sur les réseaux sociaux. C'est des minorités qui s'expriment, mais cette minorité en général est jeune, oui. Jeunes, et on a l'impression qu'ils sont embrigadés. Et c'est pas à vous de venir semer la terreur dans nos communes pour des motivations politiques. C'est du jamais vu, ça. Depuis, le gouvernement a prononcé la dissolution des loups gris en France, provoquant la colère d'Ankara, un incident de plus dans une relation désormais très tendue. C'était le 20 février dernier, à Mulhouse. Dans son discours, Emmanuel Macron cible la Turquie d'Erdogan. Je ne laisserai aucun pays étranger nourrir sur le sol de la République un séparatisme, qu'il soit religieux, politique ou identitaire. La Turquie a aujourd'hui le choix de suivre ce chemin avec nous ou pas. Le président turc, accusé de propager son idéologie, un mélange d'islam politique et de nationalisme, afin de garder son influence sur la diaspora. En France, environ 700 000 personnes sont d'origine turque. Et on ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de France. Ça, c'est non. En face, Erdogan ne cache pas sa fureur, surtout depuis les propos de Macron sur l'islam en crise. Macron a besoin de soins psychiatriques. Qu'il aille se faire soigner. Derrière la guerre des mots, comment le pouvoir turc agit-il en France? Groupuscule, imam sous contrôle, professeur de turc. Ces relais sont nombreux. Nous sommes sur la route d'Oyonnax, une petite ville de l'Ain dont est originaire le leader présumé des violences à Dessine cet été. Il s'appelle Ahmet Çetin, franco-turc, 23 ans. Cet agent de maintenance vient d'être condamné pour incitation à la haine à cause de cette déclaration où il se met au service de l'État turc. Il a pris 4 mois de prison avec sursis. Ni lui, ni son avocate n'ont souhaité nous parler. Et je ne ferai absolument aucune déclaration, comme mon client ne fera absolument aucune déclaration. Il ne s'exprimera pas. Aujourd'hui, il fait profil bas. Mais d'ordinaire à Oyonnax, l'activiste est impliqué dans la vie locale. Julien Martinez, conseiller municipal, le côtoie depuis des années. Il est connu ici, Ahmet Çetin? Alors, en tout cas, il est connu du paysage politique local puisqu'il a été candidat aux élections législatives dans notre circonscription en 2017 et qu'il a été un militant actif
lors des élections municipales de 2020. À 20 ans, Ahmed Settine se présente aux législatives sous l'étiquette Égalité et Justice. Un micro-parti, aujourd'hui inactif, qui comptait en tout 52 candidats. Ses positions étaient en ligne avec celles de l'AKP, le parti d'Erdogan. Le parti semblait s'adresser à la communauté turcophone. En dehors d'un discours officiel, tout dans son fonctionnement indiquait qu'il s'adressait essentiellement aux électeurs plutôt musulmans, plutôt conservateurs. Dans son manifeste, le PEJ proposait notamment de redéfinir la laïcité, d'abolir la loi sur les signes religieux à l'école, la fin du mariage pour tous et l'entrée de la Turquie dans l'Europe. C'est un échec, moins de 1% des suffrages. Mais Ahmed Settine ne se décourage pas. Lors des dernières municipales, sa stratégie est claire. Le seul vote utile, comme il l'écrit, c'est le vote communautaire. La commune d'Oyonnax est peut-être l'exemple le plus concret. Si tous les franco-turcs allaient voter en masse pour la même personne, ils élisent leur candidat au premier tour. Si l'on ajoute à cela la communauté maghrébine, les résultats seraient encore plus grandioses. Selon le conseiller municipal, c'est une dérive, en phase avec l'islamo-nationalisme du président turc. C'est l'expression d'une stratégie très claire qui a été notamment dictée par Erdogan, où tous les musulmans doivent se réunir autour d'un même candidat pour faire élire l'un des l'autre. Donc il me semble que c'est extrêmement clair, extrêmement dit, et on ne peut pas être plus clair que ça. En France, une ville intéresse particulièrement le pouvoir d'Ankara. Strasbourg et ses 40 000 habitants d'origine turque. Ici, s'est installé une sorte de campus en lien direct avec l'État turc. Collèges et lycées musulmans, centre de formation pour imams venus de toute l'Europe et bien sûr une mosquée fermée ce jour-là pour cause de Covid. Murat Ercan représente DİTİB, l'association qui gère la mosquée, sous tutelle officielle de la direction turque des affaires religieuses. Quand le gouvernement français s'inquiète de ce qui peut être dit dans les mosquées, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a jamais eu de discours qui puisse déroger à l'ordre public, qui puisse aller à l'encontre des lois de la République. Et en général, dans la communauté turque ou dans le réseau des mosquées de DİTİB, il n'y a pas de dérapage. Le problème pour les autorités françaises, ce sont les liens étroits entre l'influente DİTİB et la Turquie. C'est l'État turc qui forme, envoie et rémunère les nombreux imams de DİTİB. Ils sont 120 en France et officient dans 250 mosquées. Ankara fournit même des éléments de langage pour le prêche du vendredi. Est-ce que les imams reçoivent des mots d'ordre de l'État turc? Alors il y a un sujet qui est traité chaque semaine en fonction de l'actualité. Lorsqu'il y a par exemple la pandémie, le sujet c'est la pandémie, le respect des règles sanitaires. Lorsqu'il y a des attentats, par exemple, c'était notamment l'attentat terrible envers l'enseignant. Il y avait une prière commune. Donc il y a des éléments, un sujet par rapport à l'actualité. Il y a pour les imams qui ne souhaitent pas se fatiguer un prêche qui est préparé. Selon cet ancien préfet, ce système participe au contrôle de la diaspora. Il est prêché en France dans ces mosquées turques la même chose qu'il est prêché dans les mosquées de Turquie, c'est-à-dire un islam conservateur qui correspond à l'évolution que le pouvoir de l'AKP veut donner à la société turque. L'idée étant de faire en sorte que la diaspora soit à l'unisson, et de fait elle l'est, puisque lors des dernières élections, la diaspora a globalement plus voté pour l'AKP que les Turcs en Turquie. L'Élysée
veut mettre un terme à ce système. Ditib, coincé entre Paris et Ankara, se dit prêt à évoluer. Puisqu'il y a un débat d'influence des pays étrangers, cette situation, du coup, ne convient plus à personne, ni à la France, ni à la Turquie, et ni à la communauté de fidèles ici. Donc tout le monde est d'accord pour mettre fin à cette situation. Mais la Turquie n'envoie pas que des imams. Elle est aussi présente au sein d'une institution sensible, l'éducation nationale, à travers les cours de langue turque. Dans le cadre d'un dispositif, longtemps baptisé ELKO, Ankara envoie des profs de turc dans les écoles publiques, dès la primaire. 200 professeurs pour 14 000 élèves. Là encore, les autorités françaises s'alarment. Je ne suis pas à l'aise d'avoir dans l'école de la République des femmes et des hommes qui peuvent enseigner sans que l'éducation nationale ne puisse exercer le moindre contrôle. Et nous n'avons pas non plus le contrôle sur les programmes qu'ils enseignent. Dans certains cours, les élèves, censés travailler leur langue, reçoivent une éducation religieuse. C'est ce que nous confirme Osman, professeur à la retraite d'origine turque. Lorsqu'un inspecteur a récupéré un cahier d'élèves, il a vu dedans des heures, des dates. Il a demandé à l'enseignant ce que signifiait. L'enseignant disait que c'était l'organisation de la journée. Donc l'inspecteur n'était pas trop convaincu. Donc il m'a demandé de traduire. C'est pas l'organisation de journée, c'est l'organisation de prière selon les valeurs religieuses musulmanes. Enfin, qu'est-ce que vous en avez conclu? Ce qui signifie que ces cours ne correspondent pas à un cours républicain laïque, c'est que dans ces cours, on faisait de religieux. C'était très clair. Fonctionnaire d'Ankara, Silem, elle, a enseigné des années en ELKO. À ses professeurs envoyés dans les écoles publiques, l'État turc fournit des manuels, comme celui-ci. L'enseignant est celui qui montre le chemin. Quel cours à faire, combien d'heures à faire et en combien de temps l'élève doit finir. C'est une sorte de guide. Un paragraphe aborde les cours de religion. Il est demandé aux enseignants d'insister sur un point. En étudiant le sujet intitulé « Allah est le créateur de tout », il faut souligner que Allah a créé tous les êtres vivants d'une manière parfaite. Donc c'est ce qu'on appelle le créationnisme. Oui. Depuis, les ELKO ont été réformés. Cet été, Paris et Ankara ont ainsi signé un nouvel accord qui stipule que les enseignants parlent désormais le français, mais ils seront toujours choisis et rémunérés par la partie turque. À côté de ses voix officielles, la Turquie est aussi présente à travers une puissante organisation. À Strasbourg, voici la future mosquée Eyüp Sultan. On dit qu'elle sera la plus grande d'Europe. Derrière ce chantier à 32 millions d'euros, la confrérie d'origine turque, Mili Goruş. Effectivement, c'est un de nos projets, si ce n'est le plus important actuellement. Fatih Sarıkir est responsable de l'antenne française. La grande mosquée Eyüp Sultan de Strasbourg. Il y a à peu près 60% du gros œuvre qui a déjà été terminé, donc on va commencer une deuxième phase très bientôt, au mois de janvier normalement. La confrérie se démarque par sa taille et sa vigueur. Le siège est à Cologne, 100 000 adhérents dans toute l'Europe, dont 19 000 en France et 71 lieux de culte. Réputé proche des frères musulmans, adepte d'un islam rigoriste, il réfute tout lien avec l'État turc d'Erdogan. À cause de la situation géopolitique que nous traversons, c'est une question auquel nous sommes confrontés. On a toujours répondu que non. C'est une vérité absolue. On a toujours eu cette spécificité depuis qu'on existe, depuis 50 ans, d'être totalement indépendant. Nous sommes une organisation religieuse, confessionnelle,
Et nous n'avons aucun lien organique ou hiérarchique, quels que soient les États, y compris l'État turc. Pas de lien officiel, c'est vrai, mais une ligne et une référence commune. Nekmetin Erbakan, ancien Premier ministre turc, islamiste et mentor d'Erdogan. En Turquie, on a longtemps oublié de répandre l'islam. Notre peuple n'a pas eu la possibilité de s'en imprégner. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération prend conscience de son identité nationale et spirituelle. Et la Turquie s'oriente donc vers le bien. Quel est leur modèle de société? C'est bien évidemment une société où le droit civil est imprégné de droit religieux. C'est-à-dire, en même temps, j'affirme mon identité au milieu des autres, je suis dans la société française, j'y participe, mais j'affirme chaque fois que je le peux une identité différente. Et ça frise le communautarisme. Millî-Görüş, c'est aussi une dynamique d'expansion, notamment au sein de l'islam de France. Fatih Sarıkır a obtenu le poste stratégique de secrétaire général du Conseil français du culte musulman. Ici, il s'affiche avec Emmanuel Macron, bien décidé à faire entendre sa voix. Il est important d'avoir notre avis sur des sujets qui touchent, des sujets y compris même sociétals. Pour nous, être musulman, ce n'est pas devenir complètement sourd et muet à l'actualité et à la vie sociale dans les pays dans lesquels nous vivons. Favorable au voile, contre le blasphème, cette confrérie conservatrice fait de l'éducation l'une de ses priorités. En France, elle chapeaute déjà 11 établissements confessionnels. Et l'on est de retour à l'Institut du monde arabe qui rouvrira ses portes le 25 janvier prochain à l'occasion d'une grande exposition sur les divas. Comme promis, on va parler de l'islam en France avec vous, Razika Adnani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, islamologue et membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam. Alors on vient de voir cette enquête et on se pose la question des influences étrangères. Est-ce que le projet de loi d'Emmanuel Macron qui vise à limiter les influences étrangères va dans le bon sens selon vous ? Je pense que la République doit se protéger contre les influences étrangères concernant les Français de confession musulmane. Et les musulmans qui sont en Arabie Saoudite, ou en Turquie, ou le Qatar, ou l'Algérie, ils ont leur propre loi. On ne peut pas imposer aux musulmans de France, qui sont des citoyens de France, des règles qui appartiennent à d'autres pays qui ne sont pas la France. On a le sentiment qu'il y a une vraie lutte d'influence pour savoir qui pourrait contrôler ou influencer l'islam en France. Je ne peux pas répondre à cette question, mais d'une manière générale, vous savez que l'islam est fondé sur l'idée de la Ummah, de la nation. Ummah en arabe veut dire nation. Certains préfèrent traduire ce terme par communauté. Oui. Donc pour les musulmans doivent appartenir à cette communauté, à cette Ummah, là où ils sont dans le monde. Ça veut dire que appartenir à la communauté musulmane, à la Ummah, c'est plus important que d'appartenir à la République française? Pas pour les musulmans de France. Il y a des musulmans de France qui vivent parfaitement leur citoyenneté française sans aucun problème, mais pour les dirigeants et pour certains dirigeants politiques ou religieux. Aujourd'hui, il est nécessaire, et c'est même un acte de responsabilité, de réformer l'islam et d'aller vers un autre islam qui est capable de vivre dans une démocratie comme la France, comme en Occident et même dans les pays musulmans. Eux aussi ont besoin de cette réforme de l'islam pour vivre leur époque d'une manière apaisée et cohérente. Qu'est-ce qu'il faudrait réformer dans l'islam selon vous ? Il faut réformer l'islam, premièrement, séparer la partie spirituelle de la partie politique. Et deuxièmement, il y a en islam aujourd'hui, et je parle du Coran, des règles qui ne sont plus adaptées à notre époque. C'est-à-dire lesquelles ? Les règles discriminatoires à l'égard de la femme, la polygamie, les inégalités successorales.
les règles discriminatoires à l'égard de l'autre, les règles qui appellent à tuer les autres, les règles qui disent qu'il ne faut pas prendre les non-musulmans comme amis, comme alliés. On vit ensemble, on est en France, on est obligé d'être amis et de vivre ensemble. Donc il y a des règles qui ne sont plus compatibles avec notre époque et le fait que nous vivons de plus en plus avec l'autre. Donc il faut aller vers cette réforme de l'islam pour avoir un islam apaisé et des musulmans apaisés avec leur époque. Mais qui peut réformer l'islam ? Toute la question est là. L'islam n'a pas de clergé qui peut dire voilà, on va le réformer, d'une part. D'autre part, les responsables religieux, on ne voit pas cette volonté chez les responsables religieux de réformer l'islam. D'accord. Je dirais qu'on peut réformer, il y a deux étapes. Déclarer les versets qui comportent des règles qui sont plus adaptées à notre époque aujourd'hui, les déclarer caduques. Et c'est faisable. Pourquoi c'est faisable? Parce que ça a été déjà fait dans l'histoire de l'islam. Vous êtes d'accord avec moi que l'esclavage existe dans le Coran? Les musulmans, ils ne pratiquent plus l'esclavage. Donc ils ont déclaré que ces versets sont obsolètes. Donc on peut abandonner certains versets du Coran. On peut, évidemment. Et il y a aussi le deuxième point, c'est de mettre en avant les versets qui ont une portée universelle, qui nous permettent de vivre ensemble avec plus de sérénité et de paix. Est-ce que vous diriez que dans certains pays, on a du mal à comprendre le concept de la laïcité, ce concept qui est très français et qui, en principe, garantit la liberté de culte? Il est incompris par les musulmans parce que l'islam, lui, ne sépare pas le religieux du politique. Mais il faut savoir qu'au XIXe siècle, les musulmans ont entamé une certaine laïcisation de leur système politique et social, et la laïcité était à l'époque discutée et les musulmans étaient prêts à aller vers un système où la politique et la religion seraient séparées. La preuve, Atatürk a pu déclarer la Turquie, qui est un pays musulman, comme un pays laïque. Mais le retour du religieux et le retour des conservateurs, évidemment, ont mis fin à tout ce projet de modernisation des sociétés musulmanes. Et le terme laïcité est présenté comme un terme qui est ennemi de l'islam, dangereux pour l'islam. Et cette façon de présenter la laïcité est aujourd'hui très ancrée dans l'esprit de beaucoup de musulmans, y compris des musulmans qui vivent en France. Merci beaucoup Razika Adnani d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce complément d'enquête. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site franceinfo.fr, rubrique magazine. Vous pouvez y retrouver toutes nos émissions. Merci à Hugo Plagnard et Samuel Humez à la rédaction en chef de cette émission. Caroline Durand m'a aidé à concevoir et préparer ces entretiens et c'est Anthony Forestier qui a réalisé ce numéro ce soir. La semaine prochaine, on se retrouve nous pour un nouvel inédit. Très bonne soirée.